Quand j'étais en troisième, moi et mon meilleur ami, on était un peu perçus comme les musiques geeks, quoi. Les LimeWire, les CD graveurs, à une époque que les personnes de moins de 20 ans n'ont pas connu autant des jupes culottes. J'étais cool à l'école, mais j'étais littéralement cool, hein. Enfin, j'étais une bolo school, quoi. Enfin, vous voyez les bolo school, voilà, c'était moi ça. Et en fait, on était invités à manger une tarte à la rhubarbe chez une fille de l'école, on va l'appeler copine. Et elle voulait grave nous faire découvrir un nouvel artiste parce que, je répète, on était perçus comme les personnes qui se baladaient avec les baladeurs CD, pochette Sergio Tacchini, tu connais. Bref, donc du coup, un mercredi après-midi, voilà, on a pris notre petit bus, 3 stations, hein, parce qu'on va pas trop loin. Et voilà, on allait chez copine. Et écoutez ce qu'elle nous dit. Waouh, j'ai découvert un DJ super cool, il est génial, il est nouveau, il vient d'arriver, il est excellentissime. Il faut vraiment que vous l'écoutiez parce que vraiment sinon vous allez rater le truc et tout. Donc on lui dit ah mais trop bien, mais ok, bah super, vas-y, fais écouter. Donc à l'époque on est pré-YouTube, hein, on est aux prémices de YouTube, donc c'est pas sur YouTube, il n'y a pas de streaming, donc c'est avant Spotify, avant iTunes, tout ça. Enfin on était au tout début de iTunes et tout. Et du coup là elle se tourne sur son desktop et elle nous dit écoutez et tout, le nouveau DJ il s'appelle Tupac, il est excellent. Il y a eu un blanc, on l'a regardé, et la go a continué dans son délire. Copine, elle dit ouais, donc génial, j'espère que je pourrai aller à un de ses concerts et tout, parce que franchement, c'est de la balle. Donc forcément, nous, on commence à rigoler comme des truies. Laissez-moi trouver un rire un peu 2000. Voilà, ça c'est un rire des années 2000. Et donc on commence à rigoler, on lui dit mais Tupac il est mort en fait et c'est pas un DJ, qu'est-ce que tu racontes copine? Et donc elle nous dit hein? Quoi? Hein? Mais non, enfin je vous dis que mais non, enfin on lui dit non il est décédé, non en fait bref. Ah là 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 là. Lauren the Storyteller. Bonjour, bonsoir. Merci d'écouter ce nouvel épisode de Lauren Radio. J'espère que vous appréciez mes capacités de storytelling. C'est pour vous mettre dans l'ambiance en fait. Et en fait, c'est pour parler un peu des Grammys et du temps de l'artiste parce que ça m'a mené à une réflexion plus ou moins intéressante. C'est un podcast un peu freestylé. Enfin, vous connaissez maintenant. Alors, on se met à l'aise. En attendant, je voulais revenir très rapidement sur les Grammys. En fait, et toutes les questions, toutes les problématiques, mais bon, moi, de mon point de vue, de personne qui crée aussi. Alors, trop cool de revoir Tracy Chapman. Franchement, grosse surprise avec un classique intemporel, Fast Car. Je pense que cette année, c'était la meilleure cérémonie, pas uniquement parce qu'elle était là, mais ça faisait un peu cerise sur le gâteau, en fait. C'est-à-dire qu'on avait un mélange de genres, un mélange de générations, et puis c'est la soirée où les femmes ont brillé, et les femmes noires, hein, beaucoup aussi, en fait. Donc, trop cool de la voir là. Avec les cheveux grisonnants, là, génial. Victoria Monet, enfin, la consécration. Super bien habillée, robe golden bronze, Versace, make-up golden bronze, fait par un make-up artiste qui s'appelle Alexander Echeverry, avec un chestnut lip liner de MAC, hein, le fameux chestnut lip liner, hein, que tout le monde a, que tout le monde connaît, je dois en avoir 3, de tailles différentes bien sûr, et un lipstick maximal. Voilà, donc un look très 90s, glam, pas très compliqué à aborder. Donc trop bien. Victoria Monet, en fait, donc je reviens pas sur le succès qu'elle a eu cette année, hein, avec Jaguar 2, Jaguar 1, la petite tournée sold out à laquelle je n'ai pas pu assister, le meet and greet que j'ai raté, et bien sûr sa carrière de songwriter, hein, d'auteur-compositrice sur ces 10-15 dernières années. En fait, j'avais écouté un podcast où elle était interviewée, pour celles et ceux, pour celles que ça intéresse. C'est un podcast qui s'appelle And the Writer Is, où en fait elle expliquait sa stratégie, qui est une stratégie qui est intéressante si vous êtes artiste vous aussi, que ce soit chanteur ou autre, hein, d'ailleurs. Je m'explique. En fait,
Elle dit tout simplement que quand elle est arrivée à Hollywood, bon, il s'est passé plein de choses, hein. Je ne vais pas vous faire une bio de sa vie, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube, mais elle devait d'abord être signée dans un girls group, puis ça n'a pas marché, puis elle s'est retrouvée toute seule, puis elle a fait une rencontre super décisive où le gars lui a demandé de lui faire écouter une chanson qui n'était pas top d'après ce qu'elle dit, hein. Je ne l'ai pas écoutée, mais déjà, rien que le titre, c'était un truc super bateau, méga généraliste. Enfin, ça, c'est quand tu débutes tes premières chansons et que tu sais pas trop ce que tu fais, quoi. Voilà, où c'est super général. Voilà. Et puis, à la suite de ça, en fait, elle explique qu'elle s'est dit, bon, ok, là, rien ne fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, elle a fait une école de, voilà, hein, comme nous toutes, comme comédie musicale, performing art, voilà, où tu apprends à chanter, danser, jouer. Et elle s'est dit, bah vas-y, je vais m'installer dans une carrière de songwriter prolifique. Parce qu'en fait, elle a vu ce que Bruno Mars avait fait avec Beautiful Girls, avec B.O.B. Et elle s'est dit, lui, il écrivait, et là, le voilà sur tous les refrains, les hooks, comme on dit en anglais. Et elle s'est dit, bah vas-y, je vais faire pareil. Et c'est trop drôle parce que il y a plusieurs années, je m'étais fait la même réflexion. Je m'étais dit, Lorraine, bon, t'écris en anglais, pourquoi ne pas faire ça en attendant, en fait, écrire des refrains. Et d'ailleurs, sûrement que vous le savez pas, mais j'ai failli être signée sur... Enfin, c'était pas un label américain, mais un truc avec en lien avec les États-Unis. D'ailleurs, j'avais envoyé pas mal de démos pour des refrains dont je n'ai jamais entendu parler. On n'est jamais revenu vers moi. Et en fait, l'idée, moi, c'était que je devais écrire des refrains pour des rappeurs américains. Et il y a un son d'un rappeur américain qui ressemble énormément à un refrain que j'ai fait il y a plusieurs années. Et j'essaye de me dire que c'est trop généraliste pour que ce soit moi, mais ça me paraît un peu fou. Parce que bah, c'était tellement... c'était pas top d'ailleurs. Je crois que la chanson ça faisait All I got is 5 minutes to make you mine, 5 minutes da 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 da, 5 minutes da 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 da, un truc comme ça. Et je sais pas, même pas un an, 2 ans plus tard, un rappeur inconnu au bataillon, enfin le son avait fait des vues, des écoutes et tout, mais lui-même il a pas eu de carrière au final, je sais plus qui c'est. Et il a un refrain qui fait comme ça 5 minutes da 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 da, 5 minutes da da. J'ai dit, mais comment ça? Bon. Et après, je me suis dit, mais tu vas faire quoi? T'as plus de contact du tout avec la personne qui t'avait mis en lien. Puis c'est un refrain dont tu te fous, donc peu importe. J'ai laissé. Et puis ensuite, je me suis dit, ça se trouve, c'est très généraliste aussi. Bref, pour revenir à Victoria Monet. Donc elle a été très inspirée par ça. Donc elle s'est dit, quand je vais faire les démos, je vais faire des démos avec ma voix dessus. Comme ça, peut-être qu'ils se disent, oh là là, quelle voix magnifique elle a. Vas-y, on la garde sur le refrain. Quand ils envoient ça aux artistes, aux rappeurs et tout. Et je crois d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'une de ses premières chansons, c'est un son avec T.I. où effectivement il y a sa voix en refrain. Et en fait, elle s'est dit, bon, si j'arrive à m'installer comme ça en tant que songwriter, moi aussi je pourrais avoir ma carrière de chanteuse solo comme Bruno Mars en fait, qui a eu vraiment une carrière brillantissime, hein, comme vous le connaissez. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu énormément d'articles, de tweets, de commentaires sur le fait que ça lui a pris 15 ans, regardez, ça prend du temps, laissez le temps au temps, que c'est la cérémonie où il y a le plus de personnes qui ont plus de 30 ans, qui ont percé, que waouh, que c'est inspirant. Et c'est vrai que c'est inspirant et c'est vrai que ça donne espoir. Et surtout si vous êtes artiste et que vous écoutez ce podcast, que vous avez des gens artistes autour de vous, c'est la vérité, je ne vais pas vous mentir. Par contre, il y a des choix qui sont faits, dans le sens où elle aurait pu aussi faire le choix de non, je veux uniquement être chanteuse et je ne ferai que de la scène et je n'écrirai pas pour d'autres personnes, ce que certaines personnes décident de faire, à leur risque, hein, bien sûr. Et la carrière prend un chemin qui est totalement différent aussi. Parce que dans tous les cas, pendant cette période, elle n'a pas fait que écrire. Elle a sorti beaucoup de musique, beaucoup de mixtapes, qui bien sûr, elle a pu financer grâce à l'argent qu'elle a fait en tant que songwriter, auteur-compositrice. Ceci dit, ce n'est pas si évident que ça de gagner sa vie en tant qu'auteur-compositeur, en fait. Il y a une interview de The Dream que j'adore,
où il dit que un de ses premiers crédits, je crois, c'est Me Against the Music de Britney Spears. Donc pour les fans de Britney, In the Zone, All my people on the ground, grab a partner, take it down. Je parle de ce son-là qu'elle a fait avec Madonna. Et il me semble que c'est là-dessus, je suis pas sûre, j'irai revérifier, mais bon, dans tous les cas, c'est un de ces sons-là de Britney. Et il explique qu'il a écrit quasiment toute la chanson, et qu'ensuite il a fait écouter, et qu'au fur et à mesure, les gens avec qui il était dans le studio changeaient un mot, 2 mots, 3 mots, toute une phrase, tout un verse, donc tout un couplet, et que lui, il voyait en fait son pourcentage diminuer, donc le pourcentage qu'il allait pouvoir clamer de royalties, et du coup son argent baissait en fait, et au bout du compte, il s'est retrouvé avec 2%, alors que c'est lui qui avait tout structuré, tout écrit, et qu'il était super frustré, mais comme il était inconnu au bataillon, il n'a pas voulu trop parler. Et en fait, déjà il y a cette histoire, il y a Ray, la chanteuse britannique qui a dernièrement eu une percée avec TikTok, son son a percé sur TikTok, où elle fait un peu de storytelling là. J'ai oublié le nom du son, attendez, excusez-moi. Escapism, voilà. If you care to listen, voilà, vous voyez. Comme je peux pas mettre de musique dans mes podcasts, je fais le jukebox. J'espère que c'est pas trop agaçant pour vous. Enfin bon, bref. Et on va l'expliquer que tu gagnes pas tant d'argent que ça, qu'au début tu gagnes voire très peu d'argent, que c'est difficile, en fait, il faut écrire énormément. Jessie J qui expliquait aussi qu'elle avait dû écrire, mais je sais pas, une centaine de chansons sur l'album, sur le label sur lequel elle a été signée en tant qu'autrice, et que sur la centaine de chansons, très peu étaient prises par les chanteurs, en fait. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc c'est aussi un choix d'être songwriter-auteur, parce qu'il y a aussi des carrières indépendantes qui sont florissantes, des gens qu'on ne connaît pas du tout dans le mainstream, qui réussissent super bien. Il y a 2 filles noires, les Nova Twins, qui font de la musique black metal. Les filles inconnues au bataillon, enfin, je pense pas qu'on les verra aux Grammys demain, en fait. Et elles réussissent super bien. Il y a plein de femmes artistes qui ont des carrières indépendantes sur des années géniales. Donc oui, tu n'auras pas la reconnaissance d'une industrie, mais tu auras la reconnaissance de tes pairs. Et en fait, les Grammy, les votants, j'avais lu un article l'année dernière où ils expliquaient en fait que non seulement il y a des biais s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas l'artiste, mais surtout, beaucoup disent que c'est si ils reconnaissent le nom, en fait. Et je veux dire, il y a certains artistes dont leur nom est constamment dans la presse, sans qu'ils sortent de musique, en fait. Et rien que ça, être dans l'imaginaire collectif, ça te donne déjà énormément d'avance sur quelqu'un qui est inconnu au bataillon. En plus du fait que les votants, ce sont des prix de corporation, en fait. Donc littéralement, ce sont les gens avec qui tu travailles. C'est pas juste des musiciens. Il y a des avocats en droit du divertissement, il y a des publicistes, il y a des managers, il y a toute personne qui travaille dans l'industrie de la musique. Il y a même des techniciens. Donc il suffit que vous ayez une mini-embrouille, ou alors qu'il y ait une personne qui te dise si tu votes pour telle personne, on pourra bosser là-dessus à tel moment, machin. Enfin, j'affabule, mais je suis sûr que c'est possible que ce soit le cas. Difficile, en fait, de passer outre, ou de penser qu'à ses choix personnels, ou alors d'écouter tous les albums. Il y a énormément d'albums à écouter. Je pense que c'est pas si évident que ça comme choix à faire, en plus du fait que, je répète, il y a une machine journalistique qui est mise en place autour de certains artistes, en fait, pour le meilleur comme pour le pire. Autant si c'est pour une nouvelle artiste, je veux bien le percevoir et le comprendre si elle est super talentueuse et qu'elle a un bel avenir. Et typiquement, pour Tyla, on peut penser que c'est un peu prématuré, mais on peut aussi penser que ça lui donne comment on dit, le stepping stone, c'est-à-dire le trampoline, que ça lui donne le trampoline pour faire une plus grosse carrière, en sachant qu'on sait qu'elle est talentueuse, on sait qu'elle représente un peu la jeunesse africaine, et en plus du fait que elle danse super bien, elle chante très bien, voilà, jolie minois, vous avez capté. Et en fait, quand je vous disais que c'est la presse,
c'est un jeu de presse et de branding et de marketing. Je suis désolée, j'adore Victoria Monet et je vois de manière très claire que ça fait 1 an et demi, 2 ans que elle nous présente sa famille, elle nous présente son mari, sa fille. Elle est constamment sur les réseaux sociaux à être en lien avec son public. Alors que à l'époque de Ready, je ne sais pas si vous voyez le single Ready, je vous parle de 2018. À l'époque, moi c'est-à-dire que je connaissais que sa musique, je connaissais aucun aspect de sa vie du tout. Et le branding est relativement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est attachée à la couleur marron. Ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. En fait, tout c'était un branding, elle faisait un peu ce qu'elle voulait, quoi. Je pense qu'il faut aussi pas mal de fonds, une idée créative, une équipe autour d'elle. Enfin, ça nécessite un levier assez impressionnant. Une carrière de songwriter, auteur-compositeur, ça aide aussi à monter ton profil dans l'industrie, en fait, pour prouver que, voilà, regardez ce dont elle est capable, donc imaginez ce dont elle est capable pour elle-même, et un peu vendre ton talent sans risquer de vendre ton image. Et on a vu ça avec SZA, parce que, en première phase de carrière, quand elle faisait tous ces trucs un peu indie, en voix de tête, pour les personnes très connectées, un peu avant-garde, vous voyez de quelle musique je parle. Et en fait, toute la phase pré-Control, elle écrivait beaucoup pour d'autres artistes. Notamment, elle a eu son placement avec Rihanna, plus le fait que elle était aussi en featuring sur des sons un peu des deep cuts, comme on dit. Elle a un son avec Wale, où elle chante super bien d'ailleurs, qui l'installe aussi en tant que chanteuse un peu pour les personnes qui sont très fans de musique ou même un peu altées, et jusqu'à la sortie de Control, en fait. On installe son image, on installe tout ça, et tout ça c'est progressif, en fait. Donc c'est des plans qui sont mis en place jusqu'à la domination qu'elle a culturellement aujourd'hui avec SOS, un album magnifique. J'adore cet album. J'adore surtout Snooze, en fait, si je suis honnête avec vous. Blind aussi. Son son avec Phoebe Bridgers qui a été nominé, d'ailleurs. I need humanity. Ce son-là. I need community ou humanity, je sais plus ce qu'elle dit. Enfin, voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense pas qu'il faille autant s'attacher aux récompenses, même si j'attends toujours mon EGOT, bien sûr. Je parle pour vous, Moi, j'attends mon EGOT. Mais le reste d'entre vous... Je rigole. Mais plus sérieusement, je pense que c'est plus important l'impact culturel que tu as. Même la manière dont tu peux influencer une journée, une semaine, une année, une heure même, dans la vie d'une personne qui écoute ta musique, que d'obtenir la récompense de tes pairs. Et en plus, à chaque fois, de venir et de te plaindre. C'est-à-dire que je préfère quelqu'un qui n'y va pas, en fait. Je préfère quelqu'un qui n'y va pas à la cérémonie, qui reste tranquillement au fond de son canapé. C'est un peu ce que Rihanna fait, en fait. Et ne se plaint pas. Bon, en même temps, elle n'a pas de musique ces derniers temps. Plutôt que quelqu'un qui y aille, qui gagne en plus, pour dire donc ça, on s'en fout. C'est ce que Drake l'avait fait il y a quelques années. Si tu t'en fous, pourquoi t'es là, premièrement. Deuxièmement, pourquoi tu es autant attaché. Troisièmement, pourquoi tu continues à te plaindre. Et je comprends pas cette obsession d'avoir un Grammy. Puis quand tu l'as enfin ton Grammy, t'es pas content parce que c'est pas pour la bonne c'est pas pour la bonne catégorie. Donc on a eu ça avec Tyler the Creator, on a eu ça avec Drake, on a eu ça avec plein d'artistes, en fait, où je me suis dit mais déjà c'est un Grammy et c'est ce que tu voulais et ça va de manière significative augmenter ton profil. C'est ça l'intérêt du Grammy. Tu prends, tu souris, tu t'en vas. Et après, tu vas pester peut-être 5 ans plus tard. C'est ce que les gens faisaient avant, en fait. J'ai pas l'impression que de toute façon, ils prennent en compte les critiques qui sont faites à l'égard de la manière dont les catégories sont faites. Typiquement, quand on dit oui, mais bon, R&B progressif, c'est quoi, ce que c'est qui, ce que c'est qu'est-ce que... alors qu'il y a un vrai débat sur les différents types de R&B aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a une forme de mauvaise foi à pas reconnaître que oui, il y a différents types de R&B. Et que le R&B alternative, c'est pas la même chose que le R&B, le vrai rhythm and blues, et un R&B qui est influencé par des sonorités plutôt funk.
Et de manière effective, l'album Jaguar 2 de Victoria Monet n'a absolument rien à voir avec l'album SOS de SZA. Et ça, c'est la vérité. Alors maintenant, oui, l'intitulé est assez hasardeux et douteux. Progressive album, ok, mais ça reste une manière de récompenser un album qui se réclame du R&B. C'est la vérité. Notamment sur l'âge, je voulais vraiment revenir dessus parce que je trouvais ça assez intéressant, notamment si vous êtes actrice, car je suis actrice aussi, ou même créateur, peintre, même autre. C'est vrai que je pense que c'est difficile d'évoluer dans une carrière, dans une industrie, dans une culture du jeunisme, en fait, où on s'attend à ce que tout est, à 30 ans, tout est fixé. Moi, je croyais que j'allais être sur la liste des 30 under 30 de Forbes quand j'avais 15 ans. Mais c'est vrai, en fait, parce que c'est ce qu'on nous vend. C'est ce qu'on nous vend. Et que waouh, c'est impressionnant. Et waouh, qu'est-ce que t'as fait à l'âge de 20 ans. Et waouh, quand on regarde même les carrières d'acteurs, Leonardo DiCaprio, même Zendaya ou les Kiki Palmer, et on se dit waouh, tout ce qu'ils ont fait, waouh, que peut-être potentiellement si tu es artiste, tu aimerais être à cette place ou être même, comment il s'appelle Olivier Roustin en fait qui est arrivé à la tête de Balmain en étant super jeune en fait, et forcément ça donne de l'espoir, de l'inspiration, et de se dire oh là là, je suis plus vieux, plus vieille que ces personnes-là, que dois-je faire, est-ce que je suis dans la bonne direction, etc. Tout en sachant qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre parce qu'ils font pas ça pour ça en fait. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que c'est quand même plus intéressant de prendre son temps dans la création artistique, ou même la création d'une œuvre, même si elle n'est pas artistique, de raffiner sa pensée critique, de se nourrir de plusieurs inspirations, de connaître la vie, le monde, de vivre des émotions différentes, des moments différents, d'avoir des souvenirs, et d'avoir en fait une espèce de vase, de puits, de choses, de ressources, je dirais en fait, que l'on puisse utiliser afin de créer son art. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, oui, ils créent de l'art, mais ils ont absolument rien à dire. Et je parle pas forcément de réflexion politique, même si c'est intéressant, mais juste, c'est juste du vent. Et j'attends pas d'être en boîte et d'entendre... et d'entendre du zouk politique, même si ce serait super cool. Ça fait des années que j'en parle en plus. Mais voilà, j'attends pas d'entendre activisme pour les prolétaires, un climat délétère, bomboclate, vice, bomboclate, grève et destruction, fais pas le malin, 49.3, demain matin, on va t'attraper. Non, j'attends pas d'être en boîte et d'entendre ça. Pardon. Activisme pour les prolétaires. J'attends pas d'être en boîte et d'entendre ça, même si je vais plus vraiment en boîte en fait d'ailleurs. Mais c'est que même au niveau d'une good vibes, bonne vibes, des fois c'est pas très bien écrit non plus, ou alors c'est pas super mélodieux, ou enfin bon bref, il y a plein de choses à dire, je vais pas rentrer dans les détails sur ce podcast en fait. Je pense que c'est plus intéressant de nourrir son intérieur, sa pensée, de raffiner sa plume, de raffiner plein de choses, surtout si on n'a pas eu l'occasion de faire ça en étant jeune en fait, dans la mesure où j'ai quand même l'impression que la majorité des carrières artistiques se font quand même plus tard dans une vie que entre 8 et 18 ans. C'est pas vrai en fait, et en tout cas pour nous francophones, les Américains c'est autre chose, mais même en fait il y en a beaucoup qui font des changements de carrière plus tard dans leur vie, et souvent on dit que ça prend 10 ans pour faire un artiste. Je pense que tu décides que t'es artiste quand tu décides que t'es artiste, mais effectivement ça peut prendre 10 ans pour raffiner ton art, ta pensée, ton truc, etc. Et des fois moi je comprenais pas, je voyais encore une fois les Elijah Wood, Kristen Stewart, Leonardo DiCaprio, etc. Et je me disais mais ils sont super jeunes et c'est pas des gens qui jouent mal quoi, ils jouent super bien. Comment se fasse. Ou même comment il s'appelle, Raven, enfin qu'est-ce qu'il faisait quoi. Mais en fait je me dis oui, enfin
Raven, elle avait 4 ans dans le Cosby Show. Et puis, t'arrives à, je sais pas, à 17, 18 ans et tu t'as fait tous les phénomènes Raven, les Cheetah Girls, Cheetah Sisters, tout ça. Et donc, t'as passé du temps sur le plateau. T'as passé du temps à travailler ton acting, en fait. Et c'est une plus grande école, une école plus intense qu'aller à l'école pendant 3 ans ou 4 ans, en fait, où on te donne des exercices à signer. Et pour exemple, pour idée, j'avais bossé avec un réal, mais quoi, allez, 2 fois, je suis venu bosser sur un script. Et puis au final, il a choisi une autre actrice. Voilà. Et en fait, ça m'a fait faire un bond dans ma manière, non seulement de travailler mon jeu, mais aussi en tant qu'actrice, en fait, en ayant bossé 2 demi-journées avec quelqu'un dont c'est vraiment le métier, en étant sur le plateau. Rien à voir avec apprendre ton monologue chez toi, au fin fond du 93, et puis ensuite venir à l'école et déclamer sur scène. C'est pas la même chose. Et en fait, forcément, tu commences tout petit, tu arrives à 18 ans, à 20 ans, même Ariana Grande, c'est pareil, tu es mûr, tu as pris tes cours de chant, tu as pris tes cours de danse, puis si tu as fait partie de l'écurie Disney, l'écurie Nickelodeon, alors là, tu as eu les meilleurs coachs possibles, et si c'est pas spécialement le cas, comme Ali et Chloé et Ali, excusez-moi, qui sont découverts ce talent super tôt et qui ont fait des talent shows et des music shows depuis très très jeune et très 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 longtemps. Oui, t'arrives à 20 ans et ton son est mûr et ton art est mûr et ce genre de choses. Pour moi, un bel exemple de ça aussi, c'est Craig David. Mais on reviendra sur What's Your Flavor. Je pense qu'un bon exemple de ça, par exemple, pour moi, c'est Solange. Solange avec ses 2 albums, notamment, enfin elle a fait des albums avant, mais A Seat at the Table, qui est l'album pour moi, qui est son album magnum opus, comme on dit, qui, on sent que voilà, elle s'est trouvée, elle a trouvé sa direction, elle a trouvé son art, elle a sa vision et elle commençait déjà à poser les jalons de ça avant, en fait. Et pour moi, ce qu'elle a fait, notamment pour son public les nous là, je parle de nous, les bohémiennes intellectuelles torturées en conflit, glam énervées, mais qui veulent qu'on les calme. Voilà, I ran into this girl, she said, what the fuck you saying? Why are you mad? Why are you always so mad? Why are you mad? I got a lot to be mad about. Voilà. Voilà, pour les nous, là. Et je pense que c'est plus intéressant d'avoir une Solange Sit at the Table qui va à la rencontre de son public, donc les bohémiennes intellectuelles afro-torturées en conflit glam énervé, mais qui veulent être des softies, voilà. Nous, je trouve que ça c'est plus intéressant qu'elle gagne un Grammy à 16 ans parce que, depuis qu'elle a 6 ans, elle chante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. C'est pareil pour SZA, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, qui a d'ailleurs exactement le même public, hein, bien sûr. Et je le dis vraiment comme un cheveu sur la soupe, et Caris, qui a fait énormément pour la trappe française, en fait, en arrivant avec Or Noir, avec une plume, j'ai pas envie de dire quasi parfaite, mais parfaite, en fait. C'est un album, il en a fait d'autres après, il a fait ce qu'il avait fait avant aussi, mais il a posé les jalons, puis il arrive avec Or Noir. Le personnage est dessiné, la gestuelle est implantée, la symbolique est là, la thématique aussi. Et ça, je pense que c'est plus intéressant et plus important que mais voilà, il a percé à 17 ans, il a gagné. Non, en fait, je préfère les Solange, les SZA, les Caris et tout ça à 30 ans, voire plus, hein, comme Tina Turner qui avait 40, enfin, elle a fait toute sa carrière, bien sûr, mais à 45 ans passés avec Simply the Best et What's Love Got to Do and voilà. Je dis pas que je préfère ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste plus intéressant, il y a un côté plus authentique, plus brut de décoffrage, tout en étant très polissé, en fait. Et je pense par exemple que Rosalia, tout ce qu'elle a fait jusque-là, c'est intéressant, mais je pense que quand elle va gagner en expérience, en maturité, ça va être encore plus intéressant, sachant que, vocalement, elle est vraiment là. Bon, là, dans sa phase, je m'amuse, mais vocalement, elle est vraiment, vraiment là. Je pense que ce qui est difficile, c'est que quand t'es actrice, acteur, quand t'es
peintre et d'autres carrières comme ça qui se forment plus tard dans une vie en fait, hein, la majeure partie du temps. C'est compliqué de se dire que un jour ça va le faire, tu vas sortir la tête de l'eau. Pas forcément gagner un prix, hein, mais avoir une carrière stable, même metteur en scène ou ce genre de choses. Une carrière stable, un nom établi, des projets constants. Mais en fait, ça prend le temps de faire ton réseau, d'installer le type d'art que tu fais, ta pensée aussi. C'est fondamental de savoir en fait que pourquoi tu le fais. Et je pense que se dire que tu le fais pour avoir un Grammy, se dire que tu le fais parce que tu aimes ça, se dire que tu le fais parce que tu ne peux pas vivre sans ça, ce sont vraiment des questions qui sont fondamentalement différentes, tout comme c'est très différent de se dire que je le fais pour être la plus grosse pop star mondiale, faire le plus de ventes possible, tout comme c'est complètement différent de se dire je le fais pour la beauté de l'art, je le fais pour des raisons, mes valeurs politiques, je le fais pour mes valeurs en tant que, je sais pas, peace and love, être humain, voilà, ce genre de choses. Et je le fais parce que si je le fais pas, je n'arriverai plus à respirer. C'est pas la même chose en fait. Et je pense que des fois c'est un tout petit peu malhonnête de passer autant de temps à commenter les différentes catégories, les Grammy, l'âge, ce genre de choses, en sachant que je pense que oui, c'est peut-être le rêve de, pas de tout le monde, mais de beaucoup d'artistes, de gagner ce type de récompense, ou même un Cora, hein, voilà. Mais je pense que c'est plus important de se dire, ok, mon œuvre, elle est cohérente, elle est complète, je me pousse en tant qu'artiste, ce que je propose, c'est intéressant, et les gens ont une vision différente de certains aspects de la vie ou d'un mouvement idéologique, et ce genre de choses, en fait. Et même tout ce délire avec les ventes, il y a des artistes qui sont super attachés à ça, en sachant que, je veux dire, ton impact culturel et critique sera toujours plus important que le nombre de ventes que tu as faites, en fait. Tout comme, je répète, ton impact culturel et critique sera toujours plus intéressant que le nombre de récompenses que tu as obtenues. Enfin, vraiment, encore une fois, Mariah Carey et tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est sur la scène musicale, il n'y a pas une seule fois dans ma vie où je me demande « est-ce qu'elle a eu des Grammys ?» Non, en fait. Et c'est pareil pour un acteur ou une actrice qui est excellent ou excellente, même si qui est un peu moins connu du public, je ne cherche pas vraiment à savoir s'il a eu certaines récompenses. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment son jeu m'a impacté. Excusez-moi, c'est pas français, impacté. Start-upper. Excusez-moi. C'est comment ça m'a influencé, excusez-moi. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une référence à Rof, Starfucker, en fait. Voilà. Je ferai un épisode sur Rof. T'as fait l'évaluation à 500 E. Série A à 1000 E. Ce soir, tu vas mettre le feu. Start-upper. Oh là là, les gens qui n'ont pas la culture start-up et pas la culture rap français, ils vont dire je comprends rien. Bref, reprenons. Je sais plus où j'en étais, mais bon. Bref, je disais que je pense que c'est plus important d'établir son héritage, sa legacy, comme on dit, que juste les récompenses, les ventes, même si je le reconnais moi-même en tant qu'artiste et je peux comprendre que ça puisse faire la différence, surtout en termes d'opportunités et ce genre de choses, en sachant que ce sont des carrières qui sont notoirement financièrement compliquées. Je n'en disconviens pas. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire, mais bon, pour faire un petit mot de la fin, par rapport à l'anecdote que je vous ai racontée au début, vous voyez bien que même après la disparition de Tupac, il y a des gens qui continuent à le découvrir et pensent qu'il est en vie, en fait, et qui pourront aller voir un DJ set de Tupac, en fait.
Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je tiens à vous dire aussi que j'apprécie vraiment faire ces podcasts où je raconte un peu ce que je veux. Et puis les gens qui ont les différentes références, on est ensemble en fait. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Je parle de pas mal de choses différentes. C'est un peu un espace de création artistique, mais aussi un blog très blog en fait. Où je vous montre un peu mes voyages, mes coups de cœur, MCM, vous vous rappelez. Bref, et aussi n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast, et si vous écoutez sur YouTube, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs c'est quoi votre chanson préférée de Jaguar 2 ou même de Control, ou même à me donner votre avis sur ces questions. Je trouve que c'est quand même intéressant, hein, bien sûr, mais je sais pas. Des fois, je me dis, mais t'es pas que artiste. Typiquement, par exemple, je connais un artiste qui a arrêté, qui est arrivé à un âge particulier et qui a décidé que non, il ne ferait plus de musique, que c'était trop tard. Mais moi, je vais jamais m'arrêter de faire de la musique, même si elle est mauvaise, même si elle est mal écrite, même si elle est mal chantée, je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est créer, en fait. Je vais jamais m'arrêter de créer. Que les gens aiment ou pas, que j'ai 50 balais ou pas, je vais jamais m'arrêter. Et après, c'est ouvert à la consommation ou non. C'est-à-dire que, typiquement, je peux pas vous raconter le nombre de trucs que j'ai fait, que j'ai écrit, que j'ai créé, qui sont là, chez moi. Personne n'a vu. Peut-être vous ne verrez jamais. Et puis il y aura un musée un jour. Thelem Lorraine. Je rigole. Mais je rigole pas. Mais bon, c'est toujours cool de créer même pour soi-même. T'es pas obligé en fait d'avoir un rêve de carrière intense, en sachant que je pense aussi, j'ai un épisode qui arrive là-dessus d'ailleurs, qu'il faut avoir énormément de recul sur soi-même et d'être vrai avec soi-même et ses compétences, ses capacités, et là où on en est aujourd'hui, dans le sens où c'est peut-être pas ton destin, c'est peut-être pas ta voie, mais rien ne t'empêche de le faire. Vas-y. Rien ne t'empêche de le faire, vas-y quand même, et essaye, et au moins donne tout ce que t'as. Mais se dire, ouais non mais c'est bon là, j'ai 40 ans, c'est mort, je trouve ça bizarre en fait, personnellement. Voilà. Donc, je répète, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, TE2LEMLOREN. Bisous!